Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce live en streaming sur la page Opalia Recordati pour vous présenter, pour vous faire une présentation sur le Covid-19 et la place du pharmacien tunisien. Comment gère-t-il la crise? Comment le pharmacien se place-t-il dans le conseil officinal? Pour vous rappeler également les gestes barrières, les précautions à prendre et vraiment le rôle important du pharmacien dans cette situation, mais également pour vous faire un petit topo sur l'actualité du moment, sur la chloroquine, sur les études qui sont en cours et tous les moyens qui sont mis à disposition du monde aujourd'hui pour pallier à ce virus. Alors, aujourd'hui, depuis à peu près un peu plus d'un mois, le Covid s'est invité en Tunisie et il est arrivé par la grande porte, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde s'y est préparé pour accueillir inéluctablement ce premier cas qui est arrivé au début du mois de mars. Et les pharmaciens en particulier se sont préparés pour cette situation de crise qui dure maintenant depuis plus d'un mois. Alors, à ce titre, je remercie l'Ordre des pharmaciens et toutes les structures ordinales et syndicales qui ont pris le sujet à bras-le-corps et qui ont, dès les premiers jours, mis en place plusieurs communiqués pour informer les pharmaciens pour qu'ils puissent aussi bien se prémunir, eux et leurs équipes, mais également apporter des réponses aux citoyens. Donc à ce sujet-là, il y a eu un premier communiqué qui est parvenu du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui est arrivé le 9 mars. Et ce premier communiqué nous a donné quelques recommandations sur la gestion de la pharmacie pendant cette crise. Alors, il rappelle essentiellement de nombreux gestes à faire, de nombreuses conduites à tenir, comme se laver les mains, soit avec de l'eau et du savon, soit avec un gel hydroalcoolique, mais également des règles sur la distanciation, des règles sur tout ce qu'on peut mettre en place au sein d'une officine pour se prémunir ses équipes, mais également prémunir les citoyens qui visitent tous les jours la pharmacie. Un deuxième communiqué est arrivé quelques jours après, le 19. C'est plus d'ordre organisationnel. Une décision très importante qui a été prise par le Conseil de l'Ordre, c'est la suspension de tous les congés pour les pharmaciens. La raison était évidente, c'était pour que le citoyen puisse à tout moment, partout en Tunisie, trouver une pharmacie ouverte. Le troisième point a été l'aménagement des horaires des pharmacies. En effet, il y a eu dans un premier temps un couvre-feu et par la suite un confinement. Donc les pharmacies devaient s'adapter également par rapport à ces horaires inhabituels. Et depuis à peu près 2 semaines aujourd'hui, maintenant, on a les pharmacies de jour, les pharmacies de type A, les pharmacies de jour qui ouvrent de 8h30 du matin à 15h et les pharmacies de nuit qui relayent de 15h jusqu'à 8h30 le lendemain. Alors, bien évidemment, il y a l'obligation d'avoir
en permanence une officine qui est ouverte sur l'ensemble du territoire, qu'elle soit une pharmacie de jour, une pharmacie de nuit ou une pharmacie de garde. Et il a été décidé également, plusieurs pharmacies ont décidé de suspendre certains services en routine qui étaient appliqués, notamment les injections, pour justement réduire les cas de contamination. Alors, certaines pharmacies ont également décidé de mettre en place des systèmes de protection, comme vous le voyez sur les images ci-dessous, pour prévenir les patients et justement utiliser les règles de distanciation. Donc, il y a certaines pharmacies qui ont mis en place des plexiglas, comme on le voit sur cette image, ou bien des barrières, comme vous l'avez vu dans l'image précédente. Voilà. Les patients qui se rendent dans les pharmacies sont tenus de respecter ces règles de distanciation, mais également, on compte également sur les citoyens pour justement parvenir à fluidifier la circulation au niveau de la pharmacie. Plusieurs gestes ont été observés dans les pharmacies récemment. Donc, le poste de plexiglas a été très important pour de nombreuses pharmacies, permettant justement d'éviter les postillons que peuvent avoir des patients atteints de Covid ou non atteints de Covid, et la limitation du nombre de patients présents dans la pharmacie, parce que voilà, plus il y a du monde, plus il y a un risque de contact. Donc c'est la raison pour laquelle de plus en plus on a essayé de limiter la présence d'un nombre important de clients dans la pharmacie. Donc on voit sur d'autres images les risques, les mesures qui ont été prises par les pharmaciens pour justement utiliser de façon adéquate par rapport à l'utilisation de la monnaie, par rapport à l'emballage des médicaments. Beaucoup de gestes ont été pris pour justement que le pharmacien soit prémuni, les équipes officinales soient prémunies également, et on le voit de façon très claire sur les photos suivantes. D'autres points ont été également pris par de nombreuses pharmaciens, c'est la réduction du temps d'attente dans les pharmacies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pharmacie habituellement est un lieu de convivialité. Le citoyen part dans une pharmacie non seulement pour s'approvisionner en médicaments, mais également il part à la recherche de conseils d'utilisation pour son traitement, mais également des conseils de tous les jours. Donc le client en moyenne passe généralement plus de temps que dans tout autre endroit de la vie sociale dans la pharmacie. C'est la raison pour laquelle, durant cette période de crise, il a été important d'inviter les patients à réduire le temps passé au sein de la pharmacie. Il y a eu aussi d'autres concessions qui ont été faites, c'est la réduction de l'espace de libre-service pour que les patients n'aient pas à toucher des produits qui ont préalablement été touchés par d'autres concitoyens. Donc voilà, toutes ces mesures de précaution ont été prises par les pharmaciens. L'importance également de la protection de l'équipe officinale qui a été très importante au cours des dernières semaines pour les prémunir, eux, du risque d'infection, mais également pour qu'ils ne soient pas des vecteurs de contamination pour d'autres personnes. Donc le personnel officinal que je remercie par cette présentation a été très attentif aux règles d'hygiène et aux conduites à tenir. On en vient actuellement à la deuxième thématique qui est la place du pharmacien dans le conseil officinal. Aujourd'hui, le pharmacien, beaucoup plus qu'habituellement,
il est au centre de la demande de nombreux patients qui arrivent, qui demandent en premier lieu de s'approvisionner en médicaments, mais qui sont à la recherche de conseils. Aujourd'hui, toute personne susceptible d'être atteint du Covid-19 va en premier lieu, dès l'apparition des premiers signes, que ce soit la fièvre ou la toux, se rendre dans une pharmacie. Donc, dans ce cadre-là, le rôle est très important du pharmacien pour rassurer ces patients-là, mais également pour les orienter et pour leur indiquer quelle est la conduite à tenir. Alors, le besoin d'écoute est très important, malgré que le temps soit limité. Les patients atteints de Covid sont généralement des patients qui sont stressés vu la situation et le contexte actuel, mais il est très important que cette prise en charge se fasse dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, le pharmacien également se place comme un acteur majeur de la santé, car de nombreux cabinets médicaux ont dû suspendre leurs activités ou limiter leurs activités aux urgences. Donc, le citoyen a beaucoup plus de facilité de trouver un relais médical et un relais de santé auprès du pharmacien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le pharmacien est amené à recevoir des patients qui habituellement transitent préalablement par le médecin généraliste avant d'arriver à la pharmacie. Il y a également une question très importante qui se pose par rapport au renouvellement des ordonnances. Aujourd'hui, les ordonnances des patients chroniques, que ce soit l'hypertension, le diabète, les BPCO, les citoyens ont énormément de difficultés à renouveler leurs ordonnances. Il faut savoir que des projets de loi sont en cours, que les instances de la santé sont au pied levé pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, tout ne se fait pas très facilement et très rapidement, mais cette situation va peut-être nous permettre d'avoir des réponses très rapidement sur le renouvellement des ordonnances pour ces patients-là et pour faciliter également la continuité des traitements pour ces patients-là. Quels produits ont connu une grande affluence durant cette période? Quels produits ont été largement demandés? Bien évidemment, le citoyen, aujourd'hui, il est face à un apport d'informations très important, que ce soit de la part des médias, mais également des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'utilisation du paracétamol, l'utilisation de l'ibuprofène ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc tout cela a suscité de nombreuses questions au comptoir et au sein des pharmacies. Et donc inévitablement, il y a eu beaucoup plus de médicaments qui ont été largement demandés. Je pense notamment au paracétamol, à la vitamine C, à la vitamine D, et à tous les produits, les compléments alimentaires pour le renfort de l'immunité. Les patients se rendent dans la pharmacie pour poser des questions sur ces médicaments qu'ils n'utilisent pas habituellement. Mais voilà, donc la place du pharmacien et de son équipe professionnelle, c'est de conseiller les patients par rapport à l'utilisation de ces médicaments, de leur indiquer si éventuellement il y a une contre-indication avec d'autres médicaments qui sont pris, ou de les orienter vers d'autres alternatives pour se prémunir et renforcer leur immunité. Alors, quels sont les cas les plus fréquents, les signes les plus fréquents qui peuvent orienter un patient vers les premiers symptômes du Covid-19? C'est des questions qu'on reçoit de façon très répétitive tous les jours
niveau des pharmacies. Alors, il y a bien évidemment des symptômes bénins et des symptômes qui doivent alerter plus que d'autres. Il faut aussi se fixer aussi par rapport à la chronologie de la maladie. Quelqu'un qui a des symptômes, qui commence à avoir des symptômes, il ne sait pas toujours quand il a été contaminé et souvent il est dans l'incertitude. Est-ce qu'il a été contaminé ou pas? Donc avant de téléphoner au 190 et d'appeler, de recevoir un test proprement dit, quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter? Évidemment, les maux de tête, la grosse fatigue, une perte d'odorat, une perte de goût, mais également, et bien évidemment, une fièvre entre 38 et 40 degrés. Des maux de ventre, des diarrhées, ce sont là les principaux symptômes bénins qui peuvent nous alerter dans un premier temps. Les symptômes qui doivent alerter de façon inéluctable et qui doivent conduire à une prise en charge immédiate, c'est des douleurs à la poitrine et des difficultés respiratoires. Voilà. Pendant ce live, il va y avoir bien évidemment des questions qui vont défiler. Donc, au fur et à mesure, je vais essayer de voir quelles sont les questions qui vont être posées et de pouvoir y répondre de façon simultanée. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais je reste en attente. Donc, ne vous inquiétez pas, si je regarde de temps en temps ma tablette, c'est pour voir s'il y a des questions ou pas. Donc, pour revenir juste aussi au niveau du conseil officinal, aujourd'hui, le pharmacien est un acteur, comme je vous le disais, qui est là aussi pour rassurer les patients. Les patients qui arrivent dans la pharmacie aujourd'hui ont une typologie qui est différente des patients habituels. Il est stressé, le stress, on le sait tous, diminue la capacité de l'individu à s'immuniser et au renfort du système immunitaire. Donc il est du devoir du pharmacien et de son équipe de rassurer les patients et d'avoir ce rôle de médiateur et de leur apporter un conseil qui est certes un conseil qu'ils apportent tous les jours, mais aujourd'hui ce conseil relève d'une importance pour les citoyens qui ont besoin d'être rassurés. Alors, une première question sur la prise du zinc. Effectivement, le zinc fait partie des nombreux compléments alimentaires qui sont souvent cités pour le renfort de l'immunité. En Tunisie, le zinc est présent dans plusieurs compléments alimentaires. Il est dosé à 15 mg. Oui, on peut recommander la prise de zinc pour ce renfort du système immunitaire, bien que le zinc, à ce jour, n'a aucune preuve n'a été formellement approuvé sur l'utilisation du zinc contre ce virus en particulier. Mais évidemment, tout comme pour la vitamine C ou d'autres vitamines, la prise de zinc renforce l'immunité et il est recommandé d'en prendre pour renforcer son immunité et se rassurer. La deuxième chose par rapport au zinc, il faut bien faire la différence par rapport à une étude qui a été faite par un médecin à New York qui a utilisé le zinc en association avec la chloroquine. Alors, ce n'est pas du tout le même zinc que l'on trouve dans nos pharmacies. C'est du zinc qui est beaucoup plus fortement dosé, à 200 mg. Ce zinc-là, en statut médicament, n'existe pas actuellement en Tunisie. Et là encore, il n'y a aucune preuve de l'effet potentiel du zinc pour le
coronavirus. Alors, j'ai prononcé le mot fatidique et qui revient sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines, la chloroquine. La chloroquine, effectivement, qui peut être porteuse de lueur d'espoir pour certains, de méfiance pour d'autres. Je vais essayer sans rentrer dans les détails, de vous expliquer un petit peu la situation par rapport à la chloroquine. Donc la chloroquine, c'est un très vieux médicament. C'est un très vieux médicament, c'est un dérivé synthétique de la quinine qui est prescrit depuis plusieurs années en Afrique contre le malaria, le paludisme. Et c'est un produit que l'on connaît très bien. Alors pourquoi il suscite autant d'espoir, la chloroquine, pourquoi elle suscite autant d'espoir? C'est parce qu'on est dans l'attente hypothétique de trouver un vaccin contre ce virus. Sans doute qui ne sera pas disponible dans l'immédiat, dans plusieurs mois, voire une année. Donc les scientifiques testent des médicaments que l'on connaît, qu'on a dans la pharmacopée, et leur combinaison pour trouver un remède à ce traitement. Alors avant même cette pandémie du coronavirus, les propriétés antivirales de la chloroquine étaient démontrées in vitro ou sur des animaux. Donc on sait pertinemment que la chloroquine a des propriétés antivirales. L'hydroxychloroquine. Alors, quelle est la différence? C'est un dérivé de la chloroquine qui est bien mieux toléré que la chloroquine habituelle, qui est la nivaquine, qui est l'antipaludéen. Et cette hydroxychloroquine, présent en Tunisie sous le nom de plaquenil, est un médicament qui est utilisé essentiellement pour le traitement du lupus et des polyarthrites rhumatoïdes. Alors, l'hypothèse qui a été développée par un très grand virologue à Marseille, c'est sur l'utilisation justement de l'hydroxychloroquine. Alors, par rapport à cette hypothèse, les avis divergent. Je ne suis pas d'accord, non pas avec l'hypothèse que la chloroquine pourrait être efficace contre le coronavirus. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui pour affirmer que la chloroquine est efficace contre le coronavirus. C'est un peu différent. Je vais m'expliquer et pour plus de clarté par rapport à ça. Alors, comme je vous le disais, la chloroquine, c'est un très vieux médicament qu'on connaît, qui a été prescrit par à de nombreuses personnes. Plus d'1 milliard de personnes ont utilisé la chloroquine depuis des années. Et cette chloroquine qu'on a sous le nom de nivaquine, elle a eu par le passé de très bons résultats. Aujourd'hui, un peu moins pour ses propriétés antipaludiennes, parce que ça a développé beaucoup de résistance, et les gens en ont tellement pris qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'un des meilleurs antipaludéens qui existent. Alors, il nous fallait... L'idée était très bonne par rapport à ce qui a été fait à Marseille. L'idée était très bonne, c'était de se tourner vers des médicaments existants dans la pharmacopée et de trouver quelle combinaison de médicaments on pouvait utiliser avec un pouvoir antiviral très important. Alors, les coronavirus et les virus en règle générale ne se multiplient pas facilement dans une boîte de pétri comme les bactéries. Le virus a besoin d'infecter une cellule et à ce moment-là, il va proliférer et on va agir dans ce cadre-là pour voir si le produit est efficace ou pas. Alors, bien évidemment, sans rentrer dans les détails des protocoles d'essais thérapeutiques, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les tests qu'on peut faire en laboratoire sont très différents des tests sur l'homme et dans la vie réelle. Pourquoi? Parce que les tests en laboratoire, on contrôle la quantité de chloroquine qu'on va administrer sur des cellules infectées. Et oui, la chloroquine, dans ce cadre-là,
a un pouvoir antiviral très important et très efficace parce que la chloroquine va pouvoir éliminer la charge virale sans altérer les cellules. Donc c'est un traitement très prometteur. La problématique, c'est que ça ne se passe pas de la même façon chez l'homme. Pourquoi? Parce que la chloroquine est un médicament qu'on connaît en pharmacologie, qu'on nomme des médicaments à marge thérapeutique étroite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aux doses usuelles, la chloroquine va être très bien tolérée, très efficace, il ne va pas y avoir de soucis. Mais dès qu'on va augmenter la dose de façon par un facteur par 3, la chloroquine peut être très dangereuse. Elle peut tuer à tel point que dans de nombreux pays en Afrique, la chloroquine était utilisée chez des patients déprimés pour leur suicide. Donc, à une dose très élevée, la chloroquine va être vraiment mortelle. Donc aujourd'hui, toute la polémique par rapport à la chloroquine, c'est par rapport à une seule chose. C'est que, aussi bien en Tunisie, mais également en France, les autorités de santé avaient peur qu'avec les informations qui circulaient sur la chloroquine, que des patients aillent vers les pharmacies, et c'est ce qui s'est passé en France, et c'est ce qui s'est passé pendant quelques jours en Tunisie également, prennent le médicament et commencent à les prendre comme des pastilles pour se prémunir, alors que c'est un produit potentiellement très dangereux. Donc aujourd'hui, évidemment, ce produit-là peut être utilisé dans les formes graves, dès l'apparition des traitements, j'en conviens, mais ces médicaments doivent être utilisés en l'absence d'études, doivent être utilisés sous un contrôle médical très strict. Donc, n'essayez pas d'aller chercher de la chloroquine dans les pharmacies. Déjà, il n'y en a pas et les stocks qui sont disponibles, ils vont être réservés aux patients habituellement traités par ce produit, mais également pour les patients. Mais rassurez-vous, la chloroquine est disponible et si un sujet a besoin d'être traité par de la chloroquine, il le saura. Une autre question par rapport qui rejoint un petit peu la thèse du vaccin de la BCG sur l'augmentation de l'immunité. C'est vrai, beaucoup en parlent aujourd'hui sur les personnes qui sont vaccinées au BCG et qui auraient une meilleure résistance à ce virus. Malheureusement, rien n'est encore prouvé par rapport à cela, mais c'est une piste. C'est une piste assez sérieuse. Là encore, inutile de vous précipiter pour vous vacciner aujourd'hui contre le BCG dans le but d'un éventuel renfort de l'immunité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe parce qu'on n'a aucune donnée scientifique qui nous permet de dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est une piste intéressante qui mérite d'être suivie. Alors, on en arrive maintenant au rappel des gestes barrières. Et vraiment, il y a une... j'attire, là, c'est vraiment un cri d'appel. Beaucoup l'ont fait avant moi, mais c'est un cri d'appel pour que tous les pharmaciens devraient faire au niveau de leur officine pour essayer de prémunir leurs patients et de leur rappeler vraiment les gestes à effectuer pour leurs patients. Alors, il y a une première diapositive, j'espère qu'elle va arriver à l'écran, que vous allez voir. Donc, comment se protéger? C'est les 4 gestes très importants pour la protection des patients. Se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Et si vous êtes malade, portez un masque chirurgical jetable. Donc là, il y a eu une petite mise à jour par rapport à cela, parce que c'est en France, mais également en Tunisie, aujourd'hui, on recommande le port de masque, même pour les gens
qui ne sont pas malades, à condition de le trouver, bien évidemment. Alors, je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes par rapport aux pénuries de masques et on va y revenir par la suite sur les différents produits que je vais vous présenter. Mais également, ce qui est très important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, en l'absence de toute donnée pharmacologique, de toute donnée scientifique, la meilleure protection, c'est vraiment le respect de ces gestes barrières. Il y a également une campagne de sensibilisation faite par le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie qui recommande en 4 points les différentes choses à faire justement pour sensibiliser la population. Alors, les recommandations, c'est très important et je félicite le syndicat pour ce qui a été fait. C'est en 4 points. Ne venez en pharmacie que pour acheter des médicaments indispensables. Donc, justement, pour éviter qu'il y ait un afflux très important vers les pharmacies. Le deuxième point, c'est les personnes âgées sont priées de ne pas se déplacer et plutôt d'envoyer un membre de leur famille pour aller chercher leurs médicaments. Bien évidemment, dans la pharmacie, maintenir une distance de sécurité d'1 mètre. Et pour avoir des renseignements, ne vous déplacez pas dans la pharmacie systématiquement. Contactez votre pharmacien par téléphone. Je sais qu'il y a aujourd'hui, toutes les pharmacies sont ouvertes. Il y a beaucoup de moyens pour obtenir les coordonnées des pharmacies. Je pense notamment à la plateforme med.tn qui vous permet non seulement de choisir d'avoir la pharmacie la plus proche de vous et de vous donner les coordonnées de cette pharmacie. Donc voilà, vous trouverez certainement les différentes affiches que vous voyez là et qui vont vous permettre de les utiliser, je parle là pour les pharmaciens, de les utiliser dans vos pharmacies pour prémunir vos patients. Alors, une deuxième plateforme a été mise en place également et qui est très intéressante. C'est le stopcorona.gouv.tn. Alors, c'est une plateforme qui a été mise en place par le ministère de la Santé et qui permet, en 10 questions, de screener un petit peu les patients par rapport aux symptomatologies, à la symptomatologie qu'ils développent. Donc, c'est un site qui est très intéressant, que j'invite beaucoup de gens à tester le questionnaire pour au moins déjà, dans un premier temps, savoir quelle est la conduite à tenir. Alors, on en vient. Je voulais poursuivre cette présentation en vous présentant les produits qui font débat aujourd'hui et dont tout le monde discute pour se prémunir dans la vie courante. Bien évidemment, le premier produit, ça va être le gel. Le gel est souvent et toujours recommandé pour être utilisé, surtout en l'absence de points d'eau, pour pouvoir se nettoyer les mains et éviter la contamination. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport au gel, c'est que le gel, c'est une formule qui a été développée, qui est présente dans la pharmacopée avec des principes actifs que l'on connaît tous. Et il y a une formule qui est recommandée par l'OMS. Alors, cette formule, elle préconise que la concentration d'alcool dans le gel doit être comprise entre 60 et 70%.
c'est une information vraiment qui est très importante et qui devrait vous guider lors de vos achats de gel. Aujourd'hui, on voit que les gels se vendent un peu partout, pas uniquement dans les pharmacies. Alors, essayez au moins de veiller à ce que ces mentions soient inscrites sur le gel. Donc, j'ai ici deux exemples. Donc, le premier, là, il contient 62% d'éthanol et celui-là, il contient 70% d'éthanol. Donc, il est très important pour qu'il ait justement une activité antibactérienne et virucide, d'avoir ces concentrations d'alcool. Une grande polémique aussi par rapport au tarif du gel. C'est vrai que le gel, habituellement, le flacon de 100 ml coûte entre 3 et 3 dinars 500. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, il y a eu une augmentation des prix des gels parce qu'il y a eu une pénurie en éthanol. Donc les fabricants ont dû acheter de l'éthanol auprès d'autres revendeurs et ça a fait augmenter les prix. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette augmentation de prix au niveau des gels. Mais aujourd'hui, il y a un tarif réglementé par le ministère du Commerce qui est sur la base de 33 millim le millilitre. Donc pour un flacon comme celui-là de 100 ml, le prix est de 3 dinars 300. L'utilisation en l'absence de point d'eau, donc mettre une noisette sur la main et bien frictionner la main et les doigts et bien évidemment attendre que le gel soit complètement évaporé. Ne pas s'essuyer les mains sur les vêtements ou sur toute autre surface car ça réduirait à néant l'efficacité du gel. Une autre recommandation aussi faite par le pharmacien, pour ceux qui utilisent le gel de façon continue, je pense notamment au personnel de santé, pensez également à bien vous hydrater les mains après l'utilisation du gel pour éviter justement qu'il y ait des altérations au niveau cutané. Voilà, on en vient aux masques. Alors les masques, il y en a beaucoup et de plusieurs types. Donc j'ai rapporté quelques exemples, enfin ce que j'ai pu trouver et je vais vous les présenter. Alors le masque que vous voyez là, je ne sais pas si on peut zoomer. Alors, ce masque-là, c'est ce qu'on appelle le masque de type FFP2. Donc, c'est un masque particulier qu'on n'utilise pas habituellement et en fait, c'est un masque qui ne permet pas justement la pénétration de particules du sens de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ce masque, il peut être pourvu de cette valve ou pas. Et donc, il y a trois types de masques dans cette catégorie-là, c'est les masques de protection. Il y a les masques FFP1 ou N95. Il y a également le masque FFP2, comme celui que vous voyez là, et il y a le FFP3. Donc, la différence entre ces trois masques, c'est vraiment le degré de sensibilité de la pénétration des particules vers l'intérieur du masque qui va être importante. Donc le FFP1, il protège à 80% de l'entrée par rapport à l'entrée des particules, le FFP2 à 94% et le FFP3 à 99%. Mais bon, aujourd'hui, malheureusement, ces masques-là sont très difficiles à trouver. On n'en trouve plus d'ailleurs sur le marché, indépendamment du prix qui a augmenté. Donc aujourd'hui, il est très difficile de trouver ces masques-là. Les deuxièmes types de masques, c'est ce masque-là, qu'on appelle
la bavette chirurgicale, le masque chirurgical ou encore le masque à 3 plis. Alors l'avantage de la différence entre ce masque-là et ce masque-là, c'est qu'habituellement, ce masque-là est utilisé par le personnel médical et il est utilisé en fait surtout pour les patients pour éviter la contamination. Parce que en fait, sur ce masque-là, ce qui est testé, c'est, à la différence du premier, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, ce masque-là protège des contaminations de la personne qui le porte vers l'extérieur, mais aucune donnée scientifique ne permet de dire si ce masque-là protège les intrants également. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une situation particulière, donc il vaut mieux l'utiliser, ce masque-là, que ne rien utiliser du tout. Alors, par contre, les masques nécessitent une vigilance particulière sur la façon de les utiliser. Aujourd'hui, ce masque-là, donc je ne me suis pas bien pris, donc quand vous allez prendre ce masque, il faut toujours le prendre par l'extérieur pour éviter justement de contaminer la partie interne qui va être en contact avec les voies nasopharyngiales, la cavité buccale et la cavité nasale. Donc quand on va mettre ce masque, on utilise ces élastiques pour les mettre entre les oreilles et on a à ce niveau-là une partie métallique qui va nous permettre de fixer ce masque par rapport au niveau du nez pour pouvoir avoir une bonne utilisation de ce masque. Et bien évidemment, quand on va enlever ce masque, on évite de toucher la partie qu'on a citée et qui est en contact avec d'éventuels germes. Alors, je reviens à quelques questions qui sont en train d'être posées. Alors, une question sur les éruptions cutanées et démangeaisons sont-elles des symptômes de la contamination? Elles ne sont pas citées par rapport aux signes évocateurs de la maladie. Ils ne sont pas cités. Aujourd'hui, ce qui est cité, c'est les maux de tête, les pertes d'odorat, de goût, la toux sèche, les maux de ventre, diarrhée, fièvre, grosse fatigue et les signes plus graves, douleur de la poitrine et difficultés respiratoires. Les signes cutanés, pour le moment, ils ne sont pas cités. On est en train d'observer chez certains patients en Europe, notamment en Europe, des signes cutanés, surtout au niveau des orteils. Mais est-ce que c'est directement lié avec l'infection au Covid? Ce n'est pas prouvé. Et les démangeaisons, pour le moment, ne sont pas évoqués comme des signes évocateurs de la maladie. Alors, les masques lavables, on y arrive. C'est le troisième type de masque. Alors, je n'en ai pas. Les masques lavables, pour le moment, c'est les masques en tissu. Pour le moment, il n'y a aucune étude, comme je vous disais, à la différence de ces deux masques-là, sur leur efficacité réelle. Là encore, il y a une polémique entre les personnes qui sont pour l'utilisation de ces masques en tissu et les personnes qui sont beaucoup plus méfiants. Les deux ont des arguments très importants. Le premier, il peut vous dire qu'il vaut mieux utiliser un masque que ne rien utiliser du tout. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le tissu, quel que soit le type de tissu, rien ne prouve qu'il peut protéger contre une pénétration d'une particule comme un virus. Par exemple, souvent, maintenant, les beaux jours arrivent, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au pollen. L'allergie au pollen, on peut se protéger avec une simple écharpe autour de la bouche et du nez. Pour le virus, ce n'est pas pareil.
le virus pénètre malgré le type de tissu qui est utilisé. L'avantage de ces masques lavables aussi, c'est qu'on peut le réutiliser. Mais là encore, le masque en tissu nécessite aussi une particularité d'utilisation. Parce qu'il n'est pas intéressant d'utiliser un masque en tissu si on l'utilise mal. Si par exemple les postillons arrivent sur le masque et que le masque en tissu reste en contact avec la cavité buccale, l'effet peut ne pas être intéressant. Alors, plusieurs questions me sont revenues et j'en profite par rapport à cela. C'est comment évaluer l'efficacité d'un masque. Alors, il y a deux techniques qui ont été utilisées que vous pourrez très facilement retrouver sur le web sur l'efficacité du masque. La première, c'est de porter le masque et de placer une flamme, une bougie à 15-20 cm et de souffler à travers le masque. Si la bougie s'éteint, c'est que le masque n'est malheureusement pas efficace. Si la bougie reste allumée, le masque est efficace. Autre technique également, c'est de prendre le masque, de le tenir de cette façon et de vaporiser un déodorant à travers le masque et de voir si les particules du déodorant traversent le masque ou pas. Donc ça, c'est deux techniques qui peuvent vous permettre à la maison de vérifier si le masque que vous utilisez est efficace ou pas. Alors, on en vient au troisième outil qui est utilisé. Alors, j'en ai pas ramené. C'est par rapport aux gants, les gants propres, communément appelés, ou gants en vinyle, sont souvent demandés dans les pharmacies. Alors, la recommandation, c'est vraiment de les utiliser dans un cas précis. Effectivement, si on va porter des gants pour les utiliser tous les jours, tout au long de la journée et manipuler des objets potentiellement contaminants, ce n'est pas la bonne solution car le virus va adhérer au niveau du gant et après on peut s'infecter en se touchant la cavité nasale ou buccale. Mais dans certains corps de métier, je pense notamment aux caissiers en banque ou par exemple dans les commerces alimentaires, bien évidemment l'utilisation de gants propres est recommandée pour toucher, pour manipuler des pièces de monnaie ou de l'argent, mais l'utilisation ne doit pas être prolongée dans la durée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé l'action, on enlève les gants, on les renouvelle systématiquement et on fait attention comment on enlève les gants pour éviter de s'autocontaminer. Je reviens à une question par rapport à la bavette et les FFP2. La question, ils disent la bavette protège les autres, les FFP2 protègent tout le monde. En fait, oui. C'est pas exactement ça. C'est que, voilà, la bavette, aujourd'hui, elle protège les autres personnes de ne pas se contaminer par le malade. Le malade porte la bavette et s'il éternue à l'intérieur de la bavette, il ne va pas contaminer d'autres. Pareil, la personne non porteuse qui porte une bavette, elle est mieux protégée que si elle ne porte rien, mais d'un point de vue scientifique, rien n'a été prouvé sur
la capacité de la bavette de ne pas avoir des intrants. Le masque FFP2, c'est la même chose que la bavette dans le sens sortant, c'est-à-dire du malade vers l'extérieur. L'avantage du FFP2, c'est qu'il est prouvé, d'un point de vue purement scientifique et à travers des études, que s'il est bien porté, le masque FFP2 protège également les porteurs sains de ne pas être contaminés. Voilà. Je vais revoir s'il y a d'autres questions que j'ai peut-être dû louper. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Les dernières recommandations que j'ai à vous faire, c'est par rapport à cette présentation, c'est de faire attention à l'utilisation des outils pour les gestes barrières. Aussi bien le masque que le gel doivent être utilisés de façon systématique durant vos sorties. Essayez de limiter vos sorties au maximum. Si vous rencontrez des pénuries pour les masques, essayez d'en trouver, mais essayez également surtout de limiter vos sorties. Pour les gels, c'est vrai qu'ils sont très importants. Aujourd'hui, ils sont disponibles. J'espère qu'ils le seront souvent. S'il n'y a pas de gel disponible, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres antiseptiques non rinçables qui peuvent être utilisés. Donc ne vous arrêtez pas par rapport à une pénurie particulière et qui va vous empêcher dans votre quotidien. Aujourd'hui, on est face à une crise que personne n'a connue au cours de ce dernier siècle. Je pense que c'est l'intérêt de tous, mais surtout la vigilance de tout le monde, de veiller au respect de ces règles de conduite et de la conduite à tenir pour pouvoir passer ce cap. Voilà. J'essaie encore de regarder s'il y a d'autres questions. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à être à l'écoute des informations et à veiller à ce que tout se passe bien durant cette période. Nous passons par une période difficile, mais je suis confiant et je pense que tout ira bien dans les prochains jours. Merci, au revoir.